L'interview de cet épisode 4 de la saison 1 de Capharnaüm Radio est dédiée à Noé, qui est la personne qui réalise les podcasts d'histoire. Nous allons nous intéresser à son amour pour l'histoire et à ce qui l'a motivé à réaliser ces podcasts. Es-tu là ? Oui, je suis là. Tu es avec nous pour nous parler de ton podcast Un jour une histoire sur Capharnaüm Radio. Peux-tu te présenter tout simplement ? Bien sûr. Alors, tout simplement, je m'appelle Noé, j'ai 22 ans actuellement, je suis étudiant en histoire dans la vie de tous les jours et sur mon temps libre, pour le peu qu'un étudiant peut en avoir, je fais effectivement des podcasts pour Capharnaüm Radio. Ces podcasts, en quoi consistent-ils ? Il s'agit de petits épisodes sur des thèmes d'histoire, des sujets précis, des événements, des notions, des fonctionnements de société et après ça pourra dériver sur de la mythologie, sur divers sujets de plus en plus larges qui couvrent toute la période historique qu'on connaît de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Si, par exemple, un auditeur te propose de faire un podcast sur la mythologie grecque, est-ce que tu peux répondre à cette requête ? Ah, tout à fait. Alors, je ne garantis pas de pouvoir répondre à toutes les requêtes qui viendraient, puisque l'histoire étant tellement large qu'il y a forcément des sujets que je ne connais même pas de nom. Mais oui, par exemple, si tu as envie d'un podcast un jour sur la mythologie grecque, je le prépare avec plaisir. D'accord. Ça me fera plaisir, moi, de chercher et ensuite de présenter ce que j'ai trouvé. Alors, justement, ce plaisir de chercher, de fouiner, de chiner dans les moments d'histoire, moi j'avais envie de savoir d'où te vient en fait cette passion pour l'histoire. Qu'est-ce que ça représente pour toi l'histoire ? Ah, l'histoire, c'est un peu un fourre-tout, on va dire. C'est-à-dire que l'histoire, d'abord, c'est plusieurs histoires. Il n'y a pas une histoire, comme on peut dire, une histoire de France. En général, il y a toujours plusieurs histoires, plusieurs trames qui se déroulent en même temps, ou plusieurs cycles. Ça dépend comment on voit l'histoire, puisque l'histoire peut être aussi cyclique. On dit bien que l'histoire se recommence, l'histoire se répète. Donc, c'est un enchevêtrement de plein de choses, de plein de notions, de plein d'événements, de plein de fils conducteurs, comme on peut voir dans les films. Par exemple, le fil rouge des films et des histoires existe bien. Il y a toujours une continuité, il y a toujours des causes, il y a toujours des conséquences. Donc l'histoire, c'est un peu ça, surtout dans le monde dans lequel on est, où il y a plein de sociétés qui cohabitent, où il y a plein de groupes différents au sein de ces sociétés qui cohabitent, qui échangent entre eux, qui se mêlent, qui se reforment. L'histoire, c'est tout ça, c'est cet enchevêtrement de rencontres, d'événements. Alors là, c'est très abstrait ce que je suis en train de dire, mais philosophiquement, c'est un peu ça l'histoire. Donc après, pour on va dire le commun des gens, l'histoire, c'est également la culture, c'est savoir d'où on vient. L'histoire, c'est également savoir où on va, puisque ce qui va se passer dans le futur a des implications qui se passent aujourd'hui ou qui se sont passées hier, qui résultent d'un temps long. Par exemple, quand on parle aujourd'hui, prenons des questions d'actualité, tiens, tout ce qui est changement climatique, par exemple, il y a des causes qui sont actuelles, des causes qui viennent d'hier. Donc le résultat qu'on aura d'ici 20-30 ans, voire même plus loin, peut-être dans 1000 ans, sera un résultat de ce qui s'est passé aujourd'hui, de ce qui s'est passé hier. Ah, tu veux dire qu'en fait, l'histoire, excuse-moi je te coupe, c'est pour bien comprendre, l'histoire est faite de petits présents en fait. Une accumulation de moments présents qui forment l'histoire de demain. Donc, si j'ai bien compris. Oui, alors ça effectivement c'est une évidence, puisque à tout moment de l'histoire il y a eu un moment présent. Là on parle dans de la philosophie pure, mais sur une frise de temps, il y a toujours un début avec un moment présent. Il y aura toujours à chaque instant T, il y aura toujours une personne qui sera dans le moment présent, qui fera une action dans le moment présent. Tout ce qui se passe en histoire se passe à un moment présent. Du coup, alors on va pas partir dans les grandes philosophies, mais du coup, est-ce que pour toi l'histoire, c'est comprendre le présent, c'est ça? En gros, c'est comprendre le présent en se remémorant ou en essayant de comprendre ce qui s'est passé avant pour pouvoir, c'est ça, hein? C'est en fait, on ne peut pas comprendre le présent si on connaît pas l'histoire qui s'est passée avant, en gros.
Donc d'où l'intérêt de connaître aussi un peu l'histoire pour mieux comprendre et appréhender le présent. On ne pourra jamais comprendre aussi bien le présent si on ne connaît pas l'histoire du passé. Ça, c'est une évidence. Il y a tellement de choses qui se passent actuellement, que ce soit en politique, que ce soit dans les sociétés, que ce soit en économie, que si on ne comprend pas d'où ça vient, si on ne comprend pas la naissance de ces phénomènes-là, par exemple, je sais pas moi, le capitalisme, la bourse, si on ne comprend pas ce qui s'est passé avant, pour nous c'est impossible de comprendre ce qui se passe maintenant, pourquoi ça évolue dans cette direction-là. Donc oui, tout à fait, l'histoire, ça permet de comprendre mieux le présent en saisissant, en percevant les événements et les dynamiques du passé. Je vais me dire, peut-être que c'est idiot, mais est-ce que du coup, de savoir le passé, en observant le présent, est-ce qu'on peut prédire l'avenir? Est-ce qu'on peut jouer au Madame Irma? Alors c'est un jeu très dangereux, puisqu'il n'y a pas de règle absolue. L'humanité est ce qu'elle est, c'est que nous ne sommes pas des machines, donc il n'y a pas de programme qui va nous dire que si on fait telle action, on aura forcément tel résultat. D'autant plus que dans notre société, c'est quelque chose, chaque personne est unique, chaque personne a une façon différente de réagir, et que ce soit une personne en son âme et conscience, ou que ce soit une personne responsable d'un État, responsable d'une institution, etc. Donc, on peut faire peut-être des hypothèses sur le futur, si par exemple on prend le cas de... je ne sais pas, moi, ça pourrait être des situations de gouvernement au Moyen-Orient. Il y a, si je prends par exemple le cas tout récent de l'Afghanistan, on a vu du coup un renversement de régime, on a vu un complet changement de dynamique dans le pays. Les historiens, alors moi je ne suis pas du tout spécialiste de ces périodes-là et de ces dynamiques-là, mais un historien qui est déjà expert en la matière, en l'époque contemporaine, en les phénomènes, les mouvements qu'il y a au Moyen-Orient, qu'il y a eu en Afghanistan, toute l'histoire de l'occupation de l'Afghanistan par les troupes américaines, il serait tout à fait possible que ce genre d'historien puisse émettre des hypothèses quant au devenir du pays. Il suffit à ce moment-là de prendre en fait tout le fil continu qui s'étire depuis les années 90, quand les Américains ont commencé à prendre possession presque du pays, à l'occuper et à le sécuriser, en tout cas ce qui était au programme. Déjà de tout ce qui s'est passé avant, on peut tirer des conclusions pour aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe actuellement et pour comprendre, pour estimer ce qui pourrait se passer plus tard si les dynamiques ne changent pas, puisque forcément en histoire, les grands événements sont faits également d'imprévus et c'est ce qui fait beaucoup de grands événements. Si je prends la prise de la Bastille par exemple, il était impensable que cette forteresse soit prise, et malgré tout c'est ce qui s'est passé. C'est un imprévu qui a fait un grand événement, et aujourd'hui, tous les 14 juillet, il me semble bien qu'on se retrouve dans la rue. Quand tu parlais de cycle tout à l'heure, je pensais que peut-être à partir de là, on pouvait effectivement envisager un futur, entre guillemets, déjà prédestiné. Mais a priori, de ce que tu dis, non, parce que les impondérables font qu'il y a tellement de variables que c'est pas possible. Mais il me semble que ça a un nom, les hypothèses ou les histoires que l'on crée à partir de possibilités de l'histoire, c'est... Oui, tout à fait. Alors ça s'appelle des dystopies. Il y a un genre même littéraire, c'est un genre de film également au cinéma, et de très bonnes séries qui existent sur le sujet. Par exemple, Le Maître du Haut Château, qui est une série qui se base sur l'hypothèse selon laquelle l'Allemagne nazie aurait pu gagner la Seconde Guerre mondiale, en possédant l'arme atomique et en l'utilisant contre les États-Unis. Et cette série, par exemple, estime ce qu'il aurait pu se passer si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre, et du coup, si avec son allié qui était l'Empire japonais à ce moment-là, s'était partagé en fait le monde. D'accord, en fait... tout un cheminement là-dessus qui est assez pointu, puisqu'il y a beaucoup d'éléments, des événements historiques qui se sont passés,
qui ont été pris, utilisés, analysés pour reconstruire toute cette histoire. Donc il y a vraiment un fond cohérent et une histoire bien déroulée qui se base sur les événements passés. Alors c'est sûr que l'histoire, a priori, peut nous aider à comprendre notre histoire présente, peut nous aider à comprendre l'architecture, peut nous aider à comprendre nos mœurs, nos cultures, mais c'est vrai qu'elle a ce côté pratique, entre guillemets, très moderne, de pouvoir nous amener aussi pas mal, d'alimenter pas mal les scénarios, les scénarii, pour les puristes, de séries, de films, entre autres, par exemple, encore une autre série, Viking, qui a été pas mal influencée aussi par des experts et conseillers, qui la donnent assez réaliste pour une série. Je sais que c'est une série à débat dans le milieu de la reconstitution historique. On en parle ou on n'en parle pas? Non, mais en gros, c'était pour donner l'aspect pratique et plutôt accessible de l'histoire. On s'en rend pas compte, mais on vit dans l'histoire. On est influencé par l'histoire dans notre quotidien sans s'en apercevoir. Et je voulais juste mettre l'accent sur le côté un peu pratique, la mise en pratique, on va dire, de la théorie de l'histoire amenée au cinéma, voilà, ce que je disais tout à l'heure, introduit dans notre quotidien sans qu'on s'en aperçoive et qui nous alimente quand même pas mal. Tu vas en faire ton métier en fait de l'histoire. Exactement. Donc c'est une envie de partage, j'imagine. Il y a cette envie de partage, mais l'envie de partage, c'est quelque chose qui pourrait rester encore de l'ordre de la passion, de l'ordre du hobby. Là, c'est vraiment que depuis très longtemps, j'ai cette curiosité pour l'histoire et que les études faisant, j'ai découvert quelque chose qui me semble, d'une part, très intéressant pour moi, mais également quelque chose de pratique. Parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'histoire permet de comprendre son présent, permet de comprendre mieux des dynamiques. Il se trouve que dans le passé que j'étudie, il y a beaucoup de lacunes. Et j'ai envie en fait d'essayer de comprendre ces lacunes, à défaut de pouvoir les combler. Mais du coup, apporter ma pierre à l'édifice en fait, dans la recherche historique, qui est un puissant fond. Et tu peux nous expliquer un petit peu sur quoi tu travailles ou est-ce que c'est top secret? Alors pour l'instant c'est top secret, on verra peut-être dans quelques mois, puisque j'arrive au milieu bientôt de ma deuxième année de master. Donc le mémoire sera prêt d'ici, comptez, 7 mois, si tout va bien. C'est une histoire où il faudrait remettre un peu les idées en place, c'est-à-dire enlever tout ce qui peut être idées préconçues et tout ce qui peut être aussi mauvaise interprétation de l'histoire, on va dire, et apporter des idées fraîches, apporter de nouveaux points de vue et surtout reprendre tous les éléments qui sont disponibles avec de la méthode. Puisque une des bases de faire de l'histoire, c'est d'avoir une méthode de travail rigoureuse. Ça, c'est le problème. On ne peut pas s'inventer historien, il faut absolument connaître une méthode. Alors, une méthode qui peut peut-être s'apprendre en autodidacte, mais tout de même qu'il faut maîtriser. Donc tout ça pour savoir, mon cher Noé, cette notion de partage, est-ce que c'est ça qui t'a motivé à vouloir faire des podcasts? Pourquoi tu as répondu présent pour ces rubriques, ces podcasts sur l'histoire? Alors effectivement, c'est tout à fait cette idée de partage qui m'a motivé pour répondre présent à Capharnaüm Radio et pour m'investir un peu dedans en proposant des podcasts d'histoire. Premièrement parce que tout au long de mon cursus universitaire et même avant, je me suis intéressé à divers sujets, ce qui m'a amené à me renseigner, à me dire tiens, c'est quand même vachement intéressant ce qui se passe là. Et c'était plein de connaissances en fait dont je n'avais rien à faire. Donc une partie de ces connaissances a été mobilisée pour faire des exposés dans le cadre de travaux, pour faire par-ci par-là des petits textes. Mais effectivement, la plupart des connaissances, la plupart des choses que j'ai apprises restent dans des tiroirs et commencent à prendre la poussière. Alors je me suis dit que cette opportunité surgissant comme un cavalier dans la nuit, on connaît très bien, je me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience. Alors d'une part, c'est toujours une bonne expérience de pouvoir travailler son expression orale. Surtout quand on se destine à un travail
un métier où il faut être capable de présenter ses recherches et d'être efficace à l'oral, d'être précis et d'avoir le vocabulaire adapté. Mais également, effectivement, utiliser ses connaissances, partager, c'est-à-dire peut-être faire plaisir, j'espère, en racontant des choses que j'ai apprises et qui m'ont semblé intéressantes et en plus un peu utiles pour la culture générale ou même pour comprendre certaines choses qui peuvent avoir lieu aujourd'hui. Moi, ce que j'aime bien en fait dans tes podcasts, c'est que tu ne prends pas l'auditeur comme un débutant ou tu amènes des anecdotes et des faits historiques très précis qui nous titillent la curiosité. En fait, tu nous donnes assez de matière pour satisfaire une certaine curiosité, mais tu nous laisses un peu l'eau à la bouche pour qu'on ait envie d'en savoir plus. En fait, c'est très agréable parce qu'on a l'impression de vraiment apprendre des choses. C'est pas un podcast où on va réentendre systématiquement des sempiternels, toujours même refrain sur 1515, machin, enfin, tu vois ce que je veux dire. Là, en fait, on va prendre un sujet comme les Normands, c'est un des derniers épisodes que tu as enregistré. On va avoir des choses très précises. On va se dire, ah oui, tiens, c'est vrai. Ah oui, ah ça je savais pas. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui suscite ta curiosité. C'est ce côté, ah oui, quand même, ah, tu vois, on découvre des choses alors qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi pointu, venant d'un podcast d'histoire très court. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans tes... Je t'envoie un petit peu de compliments, c'est normal, j'aime beaucoup tes rubriques. Je prends. Mais j'espère que j'arrive à intéresser et à attiser la curiosité parce que effectivement, comme tu le dis, les podcasts sont très courts, mais même s'ils étaient très longs, je ne pourrais jamais dire tout ce qu'il y a à dire sur un sujet. Là, on prend l'exemple des Normands, dont le dernier épisode sortira bientôt, si je ne me trompe pas. Absolument. Mais j'aurais beau faire 10, 15, 20 épisodes que je ne pourrais jamais complètement peut-être derrière la source parce que ça renvoie à tellement de sujets, de domaines après très précis. Il y a toujours des choses à voir. Et effectivement, tout ne peut pas intéresser tout le monde, mais j'espère effectivement être assez précis et donner assez envie aux gens pour qu'ensuite ils aillent chercher les choses qu'ils ont envie de savoir. J'espère que c'est aussi ça. Il y a des dizaines de chercheurs qui passent leur vie sur des sujets passionnants et parfois très précis et très techniques, et des sujets qui peuvent servir un jour pour mieux comprendre, ne serait-ce que par exemple pourquoi on voit des épées accrochées au mur dans les films. C'est quelque chose de très bête, mais pourtant c'est quelque chose qui s'étudie et qu'on peut retrouver dans le podcast des Normands. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, et en fait, c'est pour ça aussi, j'imagine, que quand on fait de la reconstitution historique, et au même titre qu'il n'y a jamais de fin vraiment à ce que l'on a découvert ou ce qu'on sait sur un tronçon d'histoire, puisque on sait que les fouilles et les recherches archéologiques nous amènent tout le temps de l'eau au moulin pour élaborer de nouvelles hypothèses, j'ai envie de dire, ou de nouveaux scénarios sur ce qui a pu se passer avant. Tout à fait. Du coup, c'est le la côté... reconstitution historique, c'est comme un laboratoire gigantesque en fait. On est tous quelque part des petits chercheurs, des petits scientifiques. On n'a pas forcément la formation, on a rarement la formation pour, mais on s'intéresse à une période, on essaie de s'attacher à une méthode, comme je disais un peu plus tôt, pour faire ses recherches, pour comprendre les choses, et à partir de là on teste, on expérimente, c'est tout à fait ça, oui. Pour les auditeurs, je vais lancer une bouteille à la mer. L'histoire est quelque chose qui est simple en apparence, qui est complexe en dessous, c'est comme un iceberg, hein, si vous voulez. On voit toujours la partie émergée de l'iceberg dans les livres d'histoire, dans les séries, quoique les séries se complexifient de plus en plus. Et il y a toujours une partie très complexe, très technique en dessous, qui est accessible mais qui est souvent méconnue. Tout ça pour dire que il est important, que ce soit en histoire, mais que ce soit aussi dans plein d'autres sujets d'actualité, quand on regarde les informations, d'aller chercher la source de l'information, de croiser les informations. C'est quelque chose qui permet de développer l'esprit critique. Pour les historiens, c'est primordial, mais c'est très important pour tout un chacun. Quand on regarde les informations à la télé, et il y a plusieurs chaînes d'informations, toutes ne disent pas la même chose. Il est important de croiser ces informations-là pour se faire son propre avis. Il est important d'aller chercher les informations et de ne pas se contenter
des pop-up qu'on peut avoir sur nos écrans divers, de se contenter des on-dit et de prendre ces informations-là et les absorber. Il faut absolument aller chercher, il faut absolument aller comprendre d'où viennent ces informations-là, qui les a données, qui est la personne, quelle est sa fiabilité, sa validité. Tout ça pour dire que au final, là je parle d'histoire, mais c'est applicable dans la vie de tous les jours. On est dans une société qui aujourd'hui est complexe et il est important pour tout le monde, pour sa propre personne, mais aussi pour les autres personnes qui pourraient être touchées par ce qu'on dit ou par ce qu'on fait, puisque tout ce qu'on fait a des conséquences. L'histoire nous l'apprend bien. Il faut se développer un esprit critique. C'est important. Il y aura des élections présidentielles, puisqu'on en parlera l'année prochaine. Ah oui, c'est bientôt, dans quelques mois. Ça fait partie aussi de la construction de l'esprit critique. Sans forcément s'intéresser à la politique, il y a divers programmes qui sortent, il y a diverses polémiques qui sortent également, puisqu'on est à l'ère des polémiques sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il est important d'aller chercher des informations, d'essayer de comprendre et de se faire son propre avis, un avis fondé, un avis dont on est maître et qui n'est pas dépendant de ce que les autres pensent. Voilà. Je suis d'accord sur l'esprit critique, mais même dans le côté pratique, comme tu parlais de médias, etc., même sur tout support média, moi il m'est arrivé de voir des films, des biographies sur certaines personnes, donc ça concerne l'histoire, des biographies, ou même des tronçons d'histoire racontés, mis en images, d'aller vérifier les sources et de m'apercevoir ô combien cela avait été romancé. Ça a été romancé, ça a été transformé et la frise dont tu parlais d'histoire n'a pas été respectée non plus. Donc ne pas prendre comme argent comptant tout ce qu'on nous donne aussi. Si j'avais pas été vérifié par moi-même, j'aurais une histoire faussée. Donc c'est vrai que l'esprit critique est très très important, que la recherche de sources est fondamentale dans tous les domaines. Comme tu expliquais, dans tous les domaines, que ce soit dans la vie de tous les jours, en politique, en géopolitique, en économie, voilà, en histoire, c'est aller chercher la source, vérifier ses sources, et pour se faire une propre idée et une idée juste, pour pouvoir élaborer sa propre réflexion et enfin arriver à une réflexion qui soit juste par rapport à nos propres convictions. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme quoi l'histoire amène aussi pas mal de philosophie, pas mal de la politique, tout ça c'est très mêlé, hein. On ne peut y échapper, effectivement. Alors oui, pour rebondir sur ce que tu disais, de ne pas tout prendre pour argent comptant, effectivement, c'est quelque chose de très important, il y a l'esprit critique. En fait, il y a tellement de sources d'informations aujourd'hui, tout le monde peut donner son avis sur les réseaux, et ça peut aller tellement loin, un simple tweet peut être vu et repartagé par tellement de personnes que on ne peut pas prendre toute information, que ce soit un article, que ce soit une vidéo sur YouTube, que ce soit une série, que ce soit un livre, tout n'est pas de la connaissance prête, fiable, valide, quand on la reçoit. Il faut la traiter, il faut l'analyser, on n'est pas des ordinateurs, mais il faut comprendre ce qu'on écoute. Et il faut aussi être sûr, on ne peut pas l'être totalement, mais à peu près complètement, de la fiabilité de la personne qui dit. Et si jamais on n'est pas sûr, quasiment complètement, il faut aller chercher d'autres sources d'informations. Il faut aller croiser. Voilà, c'est ce que tu parlais. Voilà, tu en parlais tout à l'heure. Tu parlais du croisement de sources justement pour valider la fiabilité de la source que tu as entre les mains. Et par exemple, pour finir sur ce qu'on fait actuellement pour FM Radio, ce que je vous dis, ça vous invite justement normalement à aller chercher, parce que ce que je vous dis, c'est des visions de l'histoire qui ont été partagées par des chercheurs, des visions que j'ai comprises, que j'ai analysées, que je restitue, mais il y a forcément d'autres choses à dire, et peut-être qu'il y aura des choses avec lesquelles vous ne serez pas d'accord après avoir fait vos recherches. Mais si vous ne faites pas vos recherches, je serai pour vous peut-être la seule voie. Alors ça fera du bien à mon ego peut-être, d'être votre source d'information en histoire, mais c'est pas du tout la bonne pratique à avoir. Il est important d'avoir de la curiosité, de la cultiver et d'aller chercher un petit peu plus loin. D'ailleurs, à ce propos, je me rappelle très bien d'un célèbre youtubeur, on va le nommer parce que je pense pas qu'il sera partie des auditeurs, Nota Bene, qui avait, avec beaucoup d'humilité, dit
qu'il y avait forcément des erreurs dans ses vidéos et qu'il était tout à fait open, ouvert d'esprit pour recevoir les critiques ou pour recevoir les informations supplémentaires qui lui manquaient pour pouvoir être une source, il est fiable dans les données qu'il a croisées, etc. Lui aussi parle beaucoup de croiser les sources et de recherche de sources fiables. Mais comme il dit, comme tu disais tout à l'heure, l'histoire est un puits sans fond. Et effectivement, il y a des gens qui sont plus experts dans un domaine que d'autres et qui peuvent amener certains détails ou certaines précisions sur des sujets sur lesquels on n'est pas expert soi-même. Je pense aussi que l'humilité face à l'histoire, et comme on disait tout à l'heure aussi sur le fait qu'il y a des découvertes qui se font sans arrêt, c'est une partie importante, je pense aussi, tu me diras ce que tu en penses, de l'histoire et de la recherche en fait, et de la restitution. Je ne parle pas de reconstitution, mais je parle de la restitution historique. Je suis tout à fait d'accord, effectivement. C'est ça, la reconstitution, comme je disais un peu plus tôt, c'est un laboratoire. Qui dit laboratoire dit recherche, qui dit recherche dit actualité. C'est-à-dire que les choses qu'on sait aujourd'hui, par exemple, sur, je sais pas moi, les Templiers, par exemple, comment les Templiers, le mystère de leur trésor et de leur excommunication, etc. Pendant cette histoire-là, aujourd'hui on pense bien la connaître, pourtant peut-être que dans 50 ans, 100 ans, des recherches seront avancées, des recherches qui seront permises par de nouvelles découvertes, puisque c'est aussi par le hasard qu'on arrive à trouver de nouvelles sources, que ce soit des sources dans la terre, des objets, que ce soit des sources qui sont cachées dans des bibliothèques, que ce soit même juste de la compréhension de certains textes qui nous semblaient clairs, mais qui ont été mal compris, parce que c'est des choses qui se font encore aujourd'hui, qui se faisaient avant et qui se font encore aujourd'hui. On ne peut jamais être sûr de connaître à 100% une histoire. Même l'histoire contemporaine, on sait très bien aujourd'hui que, par exemple, dans un État, prenons par exemple le Portugal de Salazar. Salazar qui était un dictateur au début du XXe siècle, qui a pris le pouvoir dans les années 1920, si je ne me trompe pas, et qui est resté au pouvoir au Portugal jusque dans les années 1970. Son administration a créé assez peu de documents, semble-t-il, par rapport à ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées par voie orale, ce qui fait que fatalement on ne pourra pas tout savoir. On ne pourra jamais tout savoir de l'histoire. Même ce qui est récent, même ce qui se passe aujourd'hui, on le sait très bien, il y a c'est bien pour ça qu'il y a des théories du complot aujourd'hui. C'est parce qu'on ne pourra jamais tout savoir. Il y aura toujours une part d'oralité, il y aura toujours des informations perdues. Et c'est quelque chose qui est encore plus vrai pour les périodes passées. Et c'est pour ça qu'il y a de la recherche historique, c'est pour ça qu'il y a de la reconstitution. C'est pour ça qu'il y a des passionnés, des professionnels qui passent leur temps pour comprendre le passé. Et c'est pour ça qu'il y a des Noé, et c'est pour ça qu'il y a des auditeurs pour écouter les podcasts d'Un jour une histoire sur Capharnaüm Radio. En tout cas, c'est passionnant, on pourrait passer des heures à en parler, c'est vrai, et on passera des heures à en parler puisqu'on fera d'autres petites interviews, des petits débats comme ça sur l'histoire parce que c'est un sujet important de nos vies et je sais sur Capharnaüm Radio on a envie de mettre l'accent sur l'histoire parce que c'est tellement passionnant et on est tous plus ou moins reconstitutionnistes donc voilà. Je le dis parce que les auditeurs ne le savent pas vraiment. On fait partie d'un milieu de reconstitutionnistes et on est passionné par ce qu'on fait et on a aussi envie de le partager et c'est pour ça qu'on fait aussi des exhibitions pour montrer aux gens et pour partager avec eux notre plaisir de l'histoire. Parce que c'est un plaisir. Il ne faut pas oublier cette notion de plaisir dans l'histoire, Monsieur Noé. Si on n'aime pas l'histoire, ça va être très compliqué d'en faire. On est d'accord. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview. Donc j'annonce un petit peu ce qui va se passer. Donc on va avoir 2 prochains épisodes sur les Normands, donc un dans cet épisode 4 et le suivant dans l'épisode 5. Sur l'épisode 6, donc le triumvirat, puisque je t'ai là. Je tease un petit peu, j'annonce un petit peu ce qui va se passer. Tu nous as fait un beau travail sur le triumvirat aussi. Est-ce que tu as les prochains épisodes, tu peux nous dire à peu près de quoi ça va parler ou pour l'instant on garde le suspense? Oui, puisque même pour moi c'est un suspense également. J'adore, c'est génial. Donc ça fait partie du mystère à trous. Donc c'est l'affaire du mystère à trous. On verra ça en même temps que le sujet de ta thèse, etc. Juste un petit mot pour nos auditeurs. Aimez ce que vous faites ce que vous aimez. Voilà. Oh, c'est un magnifique mot de la fin. Merci de nous avoir accordé de ton temps et je te souhaite un bon courage pour la suite de tes études.
Je te remercie. Merci à toi pour tout ce que tu fais en organisant cette radio et également bon courage à toi et prends plaisir dans ce que tu fais. Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode de Capharnaüm Radio en compagnie de Noé. À bientôt. Ciao. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous disons à bientôt pour une prochaine interview dans Capharnaüm Radio.